De ses débuts au Conservatoire de Reims à la scène des plus grandes comédies musicales comme Le Roi Lion ou Spamalot, en passant par des collaborations avec Patrick Fiori, Karim Medjeber nous ouvre les portes de son parcours exceptionnel. Dans cette vidéo, il nous raconte son histoire, ses rencontres marquantes et ses projets, dont la nouvelle comédie musicale Salle d'attente. Alors bonjour Karim. Bonjour, Bonjour, alors merci de nous accueillir chez toi. avec plaisir. Certainement en pleine vacances. C'est ça, C'est ça. exactement. Donc pas à Paris, j'imagine. Non, à Euh, Avignon. à Avignon. Ah oui, donc voilà. On est dans un endroit qui va nous intéresser dans quelques temps. C'est ça. Pour démarrer un peu cet entretien, Karim, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes premiers souvenirs de musique, tes premiers contacts avec la musique? Oh, les premiers contacts avec la musique, c'est très simple, hein. Je suis tout petit. Il y a un piano à la maison. Ma maman avait fait du piano et donc le piano était le meuble qui m'a permis de me tenir debout. C'est-à-dire que je rampais jusqu'au piano pour me tenir sur mes pattes de derrière, en gros. Et puis, bah, du coup, voilà, jouer avec les mains et taper sur les touches, avoir ces sons incroyables. J'ai toujours été en contact et tous les jours, je ne pensais qu'à ça, je faisais que ça. Et puis, jouer un peu au foot dans le jardin, mais sinon, c'était la musique et le piano. Et j'ai eu un tout petit piano d'enfant aussi qui était dans ma chambre en permanence, sur lequel je reproduisais les mélodies, des chansons que j'entendais. Et ça a été une évidence avant même que j'en ai conscience, quoi, voilà. Tu t'es inscrit assez rapidement au conservatoire de Reims. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé à l'époque? Alors j'étais tellement passionné de musique que un jour il y avait à Reims, comme dans toutes les grandes villes de France, en fait, il y a ce qu'on appelle les classes CHAM, les classes à horaire aménagé musique. Et en fait, c'est l'équivalent d'un sport-études, mais pour la musique. Et quand j'étais en dernière année de maternelle, il y a des professeurs du conservatoire qui passaient faire des tests musicaux aux enfants en vue d'un possible recrutement dans les classes horaires aménagées musique. Et donc les parents ont été avertis de cette initiative. Et il y a des gens qui sont venus du conservatoire, on m'a testé, on a dit à mes parents, bah, il a des capacités, donc ce serait peut-être bien de l'inscrire dès le CP l'année prochaine en classe horaire aménagée. Ça a démarré comme ça. Et ça durait combien de temps, le conservatoire? Jusqu'au bac, en fait, et même après le bac, je suis resté encore au conservatoire parce que du coup, j'étais en classe de piano. J'ai fait aussi de la percussion, j'ai fait de la direction d'orchestre, j'ai fait de l'histoire de la musique, de l'écriture musicale, enfin, euh, plein de disciplines, en fait, voilà, jusqu'à l'âge de 20 ans. Est-ce que tu avais des projets un petit peu en parallèle, un petit peu moins cadrés, un petit peu plus libres? Ah oui, complètement. J'avais beaucoup de choses à côté. J'ai toujours aimé faire plein de choses différentes. Moi, je dis souvent que je suis spécialiste de rien. J'aime la musique. Donc, s'il s'agit d'accompagner une chanteuse dans des airs d'opéra ou de faire une réal pour un groupe de métal, je m'éclate dans les deux. Donc du coup, je crois que je suis à l'aise dans pas mal de styles et j'ai pas de barrière et j'ai du coup pas de spécialisation en fait. Donc à l'époque, oui, à l'époque, j'ai été chanteur d'un groupe de hard rock quand j'avais 15 ans. J'ai été pianiste dans un orchestre de bal dès l'âge de 17 ans. J'ai fait partie d'un groupe de jazz rock. J'ai été le pianiste du big band régional de la région de Reims. Enfin, voilà, j'ai fait plein de choses en parallèle de mes études. Faut savoir qu'à l'époque, moi je suis né en 70, donc quand j'avais 15 ans, c'était 1985. C'était très très mal vu de faire autre chose que de la musique classique quand on était au conservatoire. Sauf que moi, toutes les musiques m'intéressent, donc j'ai jamais accepté les compromis ou accédé aux demandes qui me disaient de ne me concentrer que sur la musique classique. Donc j'ai continué de faire ce que j'aimais faire et voilà, malgré certains professeurs qui étaient un peu tyranniques à l'époque. Oui, en plus, comme c'est ce que tu disais, tu n'avais pas trop de frontières entre le hard rock et le jazz. Effectivement, il y en a Bah, je m'y quelques-unes, mais tu les as Oui, mais traversées. c'est vrai, mais je m'y retrouvais à chaque fois, en fait, voilà. Et à chaque fois, j'avais
du goût pour faire les choses et puis surtout pour partager ces moments-là avec d'autres musiciens. Qu'est-ce que tu écoutais à cette époque-là? Alors déjà, de base, Jean-Jacques Goldman, incontournable, je connaissais tout par cœur. Ouais, je jouais les chansons de Jean-Jacques, je les chantais. Euh, voilà, quand on travaillait nos instruments dans des box de travail au conservatoire, de temps en temps, les copains entendaient quelques notes de variété, donc du coup, donc ça toquait à ma porte, et puis ben, des fois les copains rentraient, puis on finissait à 3-4 à jouer des chansons, on les chantait ensemble. Enfin, voilà, c'était des très bons moments. À cette époque-là, dans la musique, dans la variété française, il y avait le groupe Gold qui a fait des choses quand même vraiment super, musicalement super intéressant. Et puis, bah, dans les variétés internationales, il y a eu Toto, quoi. Toto, c'était extraordinaire. Toute cette musicalité, ouais, c'est vraiment les musiques qui plaisent en général beaucoup aux musiciens. Et puis le hard rock. Moi, j'avais tous les albums d'ACDC, Iron Maiden, voilà, et plein d'autres. Et alors, une fois que le conservatoire et le bac en poche, quels ont été tes premiers projets professionnels? Alors, les premiers projets professionnels, ça a été surtout d'aller rencontrer des gens et de prendre, dès que j'ai eu le permis, je prenais ma voiture pour aller à Paris, des fois faire quelques soirées dans des clubs où il y a des jams qui sont organisés. Voilà, à Paris, il y en avait pas mal à l'époque. C'était l'occasion de rencontrer des gens et puis surtout, à ce moment-là, après Reims, j'étais au Conservatoire de Paris. Et du coup, j'allais à Paris assez régulièrement. C'était pas très loin, c'est 1 heure et demie de route. Et du coup, j'ai fait beaucoup de rencontres là-bas. Et les premiers projets, ça a été des rencontres. Euh, ouais, j'ai fait plein de rencontres dans ma carrière qui m'ont amené à rencontrer d'autres personnes. En fait, les histoires seraient un peu trop longues à raconter, mais un jour, bah, j'ai fait partie d'un groupe de variété. Mais ça, c'est à partir de 1995. Et avec ce groupe de variété, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait travailler beaucoup dans le monde de la télé, en fait, dans l'accompagnement d'artistes en télé. Et avant ça, au début des années 90, bah, c'est des rencontres un peu improbables comme ça, de gens qui t'entendent jouer dans un club et qui viennent te demander ton numéro de téléphone en disant, bah, du coup, j'ai un projet, j'ai envie de faire enregistrer 2 chansons en studio, tu serais d'accord pour enregistrer des pianos? Alors, bah, moi, bah oui, bien sûr. Donc, c'est des choses qui sont venues comme ça. Puis ces rencontres-là m'ont amené dans des lieux vraiment de musique qui sont des studios d'enregistrement, des gros studios à Paris, où j'ai été amené à travailler régulièrement. Et là, j'ai fait aussi encore beaucoup de rencontres dans ces endroits-là. Quelles sont les rencontres les plus marquantes? Est-ce qu'il y en a une Ah, il en y en a, particulier, oui, oui, il y en a une en hormis particulier. peut-être Patrick, on y viendra Oui, après, oui. ouais. Là, alors là, la rencontre, enfin, oui, un événement assez marquant, c'est que un studio dans lequel je suis allé assez jeune, hein, à l'époque, dans lequel je vais encore très régulièrement travailler, s'appelle le Studio Twin à Paris. Twin Studio. Et en fait, ça, c'est ma première séance d'enregistrement pour un jeune artiste. Euh, et donc, c'est une chanson piano-voix, donc je vais là-bas pour enregistrer un piano. Donc, voilà, je suis très, très content, un peu impressionné parce que c'est la première fois que je vais mettre les pieds dans un gros studio parisien. Et donc, ben voilà, je répète beaucoup cette chanson à la maison. Je travaille énormément pour arriver. Je la connais par cœur. J'ai tout travaillé, voilà. Et quand j'arrive au studio Twin, je sonne à la sonnette et je dis, ben, je suis Karim, le pianiste pour la séance d'enregistrement. Et là, la porte s'ouvre. Et quand la porte s'ouvre, il y a quelqu'un qui sort du studio. Et cette personne, c'est Mick Jagger. Et moi, je dois avoir 22 ans à l'époque, ou 23 ans. Et j'en crois pas mes yeux. C'est Mick Jagger ici. Bah ouais, en fait, il était en train de faire des voix pour un album solo qu'il faisait à l'époque. Il avait enregistré à Londres les musiciens. Puis il voulait faire ses voix à Paris, à Twin, dans un studio qu'il aime bien. Donc je me suis dit, waouh, j'ai l'impression que je viens de rentrer dans le monde des grands, quoi. Voilà. Et de croiser Mick Jagger comme ça, qui te dit bonjour. Puis après, on a discuté. Enfin,
Donc c'était assez impressionnant comme rencontre, quoi, évidemment. Ouais. La rencontre avec Patrick Fiori, comment ça s'est déroulé, étant donné que c'est une personne avec qui tu travailles aujourd'hui activement? Ah oui, oui, bah oui, avec Patrick, on travaille beaucoup ensemble. Bah, en fait, c'était. En fait, comme j'ai fait beaucoup d'émissions de télé, je l'avais déjà croisé parce que je l'avais déjà accompagné en télé, en fait, avant d'être son musicien, son pianiste. Mais c'est en 2010, je pense, que je suis l'ancien pianiste de Patrick m'appelle parce qu'il y a un événement qui va se produire dans une deadline assez proche et il peut pas le faire. Il a un contrat, il a un empêchement. Donc Patrick doit chanter pour le festival du film romantique de Cabourg. Et ça doit être en 2010 ou 2011, je pense. Et, euh, Est-ce que et en c'était fait, suite à son album de reprise absolument sur les chansons du cinéma. Donc c'était vraiment tout trouvé, l'artiste Ouais, tout trouvé pour avec faire. une petite piste cachée avec justement Jean-Jacques Goldman dont tu parlais tout à l'heure. Bien sûr. Ah oui, bah oui, qui est Jean-Jacques qui est très proche qui est très proche de Patrick et qui a toujours travaillé avec lui et pour lui, du coup, voilà, sur chaque album. Et en fait, donc ouais, mon ami me dit, bah voilà, est-ce que tu serais disponible telle date? Je regarde, je dis bah ouais. Donc du coup, je pars pour faire un mini concert. C'était pas, on devait avoir 7 chansons en tout à chanter dans le cadre d'un événement dîner au Grand Hôtel de Cabourg. Enfin voilà. Et bah c'est vers chez toi. Euh, et donc voilà, et ça c'était la vraie rencontre parce que du coup là on n'était que tous les deux, on a joué ensemble, on a pris la mesure de cette rencontre musicale, de cette aventure musicale et humaine qui s'est extrêmement bien passée. Musicalement, il s'est passé des super belles choses entre nous à ce moment-là, sans vraiment de répétition. Donc ça veut déjà dire pas mal de choses, de sentir la sensibilité des gens et de savoir se positionner par rapport à ça. Moi, mon métier, c'est ça, c'est d'accompagner des artistes. Et du coup, accompagner des artistes, je pense que ça se résume pas juste à jouer une partition pendant que quelqu'un chante, mais c'est d'être en permanence au taquet, à l'écoute pour essayer de souligner l'état d'esprit, l'expressivité de la personne qui chante. Donc, et c'est, je crois que c'est ce qui s'est passé avec Patrick. Donc, ça s'est très bien passé. Quelques mois après, il doit repartir en tournée. Il y a pas mal de musiciens qui sont pas disponibles. Il doit renouveler son équipe. Bah voilà. Donc, du coup, j'étais là. Et quand on est un musicien comme toi, se retrouver face à une voix comme la sienne, j'imagine que tu l'avais déjà entendu avant, et au moment où tu l'entends à 1 mètre de toi, même peut-être moins, Tu qu'est-ce as qu'on raison. ressent en tant Eh ben, qu'artiste? excellente question. Ça, c'est pareil, c'est une petite anecdote. Patrick est un chanteur qui a une très, très, très grande voix. Et il a une puissance vocale que qu'on ne peut mesurer complètement qu'en étant à côté de lui quand il chante. Donc, dans des spectacles où tout est sonorisé, dans des zéniths, bon, bah, que le chanteur ait une grande voix, enfin, une voix très puissante ou pas, c'est un peu difficile de le jauger. On a de la diffusion avec des micros, etc. Moi, quand je fais ma petite répétition avec lui, justement, à Cabourg, bah, du coup, j'entends sa voix. Il est à 2 mètres de moi. Je suis sur un piano à queue et il est au bout du piano. Voilà, on est à 2 mètres. Et du coup, bah, je mets même pas sa voix dans mon retour, puisque du coup, je l'entends acoustiquement très bien. Voilà. Et lui, il a un peu de voix qui sont dans les enceintes qui servent de retour sur le devant de scène. Et ce que je savais pas, c'est en balance, en général, il donne pas tout ce qu'il a. Et quand on est arrivé au spectacle, à la première chanson, il y avait un volume de voix, et là, il a envoyé bah, l'énergie tout à fait juste et nécessaire par rapport aux chansons, mais j'étais pas prêt, j'étais pas prêt, j'ai pas compris ce qui se passait. C'était énorme. Je faisais des grands signes avec la tête à l'ingé son pour qu'il me regarde et qu'il comprenne que j'avais besoin d'aide parce que c'était un peu trop pour moi, quoi. Et est-ce qu'après avoir travaillé avec un artiste comme lui, passer à un artiste avec une voix un petit peu moins puissante, ça peut paraître fade, non? Non, non, ça paraîtra pas forcément fat, c'est-à-dire que
Ça dépend de l'émotion que la personne nous amène, des histoires qu'elle raconte, de la justesse des propos, de l'intelligence des textes. Enfin, il y a plein de paramètres. Donc, avoir une grande voix, c'est extraordinaire, c'est génial. Patrick est l'un des plus grands chanteurs français aujourd'hui, ça, sans aucun problème. Mais C'est un auteur-compositeur également, hein. Enfin, on et peut pas le également, réduire bien qu'à sûr, ça, quoi. Mm. ah oui, tout à fait. Et après, il y a des personnes qui ont des voix moins puissantes, moins travaillées, mais qui ont une vraie justesse dans le propos et dans ce qui nous amène. Donc, Ils nous transmettent autre chose autrement, quoi. complètement, oui. Donc, tout ça est bon à prendre. Mais c'est vrai que quand on est sur scène avec lui et puis qu'on a des chansons qui ont une grosse dynamique et qu'il envoie, bon, bah là, nous, on se régale, ouais, vraiment. Avant cette rencontre, quel était ton plus beau souvenir de professionnel Bah, je crois, il y en a tellement, c'est difficile d'en choisir un, hein. C'est difficile. ce dont tu es le plus fier, peut-être? Difficile Euh, aussi. je sais pas, c'est difficile. C'est difficile. Alors là, me passe un peu en tête tellement de choses, mais parce que j'ai fait quand même de la musique classique en parallèle de tous les autres projets, jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai fait beaucoup de musique classique et j'ai été aussi lauréat de la fondation Yehudi Menuhin, donc qui m'a accompagné dans un développement artistique et qui m'a fait jouer dans des festivals, dans différents pays, etc. J'ai joué le concerto en sol de Ravel pour piano et orchestre, qui est une œuvre extraordinaire, avec l'Orchestre national de Roumanie. Ça, c'est un super souvenir. Voilà, c'est comme un rêve de gosse, en fait. Voilà, non, puis je sais pas si un autre souvenir, j'avais accompagné moi la chanteuse Juliette et donc j'ai été son pianiste pendant 20 ans. Et, euh, et en fait, un jour, on a fait un spectacle multi-artiste. Il y avait Jacques Higelin qui était là et il y a une chanson en particulier, il y a beaucoup de chansons que j'adore de Higelin, mais une chanson que je trouve extraordinaire qui est Champagne. Et j'apprends quelques jours avant le concert que c'est la chanson Champagne qui va chanter et qu'il va pas se mettre au piano. Il préfère que ce soit le pianiste qui joue cette chanson. Donc du coup, je me suis quand même fait le petit kiff de jouer Champagne avec Higelin. Ouais, tu pouvais pas demander mieux. Ah, ouais, c'est sûr. Ouais. Pour revenir à Patrick, aujourd'hui, quel est ton apport artistique à son travail, ses compositions? Bah, en fait, quand il compose des chansons, il est totalement seul avec son piano, sa plume, et il travaille aussi avec d'autres personnes. Il y a des collaborations avec Icare, notamment depuis quelques temps, mais Jean-Jacques, évidemment. Mais quand il écrit des chansons, il sait exactement ce qu'il veut. Donc, il y a la collaboration artistique va se retrouver des fois dans des arrangements, quand il y a des choses un peu massives où il faut de l'orchestre, des arrangements de cordes ou des choses un peu précises comme ça dans les chansons. Évidemment, on me sollicite pour jouer du piano, bien sûr, mais aussi pour arranger quand il s'agit d'avoir des instruments un peu classiques ou d'orchestre en tout cas. Voilà, là sur un album en ce moment, là j'ai travaillé sur un gros morceau pour orchestre symphonique justement pour Patrick. J'adore faire ça. Tu es actuellement impliqué dans Le Roi Lion au Théâtre Mogador. Comment es-tu arrivé dans cette comédie musicale de 1,3 million de spectateurs, la plus populaire en France? En fait, c'est tout simple, hein. Donc, ça fait la quatrième saison que je travaille sur Le Roi Lion. Au départ, je passe un casting, puisqu'il y a un recrutement pour travailler sur ces spectacles-là. J'avais déjà passé ce même casting en 2007, puisqu'il y a eu déjà 3 années de Roi Lion entre 2007 et 2010, et c'est revenu là en 2020. Euh, J'avais déjà réussi ce casting une première fois. Je n'avais pas honoré le contrat parce que il y avait des petites choses au niveau contractuel qui étaient pas très claires et que ça manquait un peu de souplesse, on va dire, je pense à l'époque. Mais j'ai repassé le même casting du coup plus récemment, genre 17 ans après. Enfin non, peut-être pas 17 ans, mais ouais, 13 ans après. Et j'ai eu le même résultat, c'est-à-dire que j'ai été pris en tant que euh, premier clavier et assistant chef d'orchestre.
Et eux Donc sont devenus, ils sont devenus plus souples. oui, 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 bah oui, c'était à l'époque, c'était compliqué, c'était un peu à l'américaine. Quand il y avait 8 spectacles par semaine, quand on a le poste de titulaire, on peut choisir de faire un mi-temps. Et si on fait un mi-temps, c'est quatre. Il disait que c'était 4 spectacles par semaine. Moi, je demandais si on pouvait faire une semaine complète et puis notre remplaçant une semaine. Et en fait, on disait bah non, un mi-temps, c'est 4 shows dans la semaine. Donc, comme j'avais moi un engagement 6 mois après, mais qui était sur une semaine, du coup, j'ai pas pu Ouais, mort dans accepter l'âme, l'offre. obligé de refuser. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais ça n'était que partie remise. Et donc voilà. Donc là, j'ai été pris. Et donc j'ai été pris en tant que clavier et deuxième chef d'orchestre. En fait, il y a un chef d'orchestre principal, Dominique Trottin, et on est deux autres assistants. Et donc on tourne et voilà. Moi, je dirige régulièrement le spectacle. Et à partir depuis 2 ans, je joue beaucoup moins au clavier. Je suis beaucoup plus à la direction. Et la saison prochaine, je jouerai, je pense, pratiquement pas parce qu'on sera plus que deux chefs pour au moins les 6 premiers mois d'exploitation du spectacle. Donc, on va être deux à tourner pour diriger le show entre septembre et avril. Voilà. T'as fait combien de dates jusqu'à aujourd'hui à peu près? 302. Ah oui, oui, c'est précis. Ouais, ouais, ouais. J'ai fêté ma 300e il n'y a pas longtemps. Et le Et, plaisir, il est toujours là, même au bout il est bout toujours d'un là. moment? C'est un spectacle qui est absolument merveilleux, qui est dingue, qui nous fait passer par tous les états, par toutes les émotions, plein de sensations. C'est une histoire qui parle à tout le monde, en fait. Il y a pas mal de gens qui pensent, ah, le Roi Lion, tiens, c'est bien pour les enfants, je vais les emmener. C'est pas pour les enfants, le Roi Lion, c'est pour tout le monde. Et il y a plein de lectures différentes en fonction de l'âge qu'on a et du fait qu'on soit enfant, qu'on soit parent. Il se passe énormément de choses. La musique est merveilleuse. C'est un spectacle où tout est en live, avec un orchestre en live. Voilà. Et puis, je crois qu'on a dépassé le 1 500 000 spectateurs en réalité. Euh, Et Là, la récemment, musique qui est jouée pendant la comédie musicale, c'est celle-là. oui. Malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller la voir. C'est la musique qu'on entend dans le film et dans le dessin animé, ou Et il y a aussi des pour les compositions chansons, vraiment faites pour la comédie musicale. il y a un peu les deux. En fait, pour les chansons, oui, c'est ce qu'on entend dans le dessin animé, à 95%. Et sinon, les musiques qu'on appelle les underscores, qui sont des musiques d'accompagnement pendant des scènes, bon, voilà, sont des musiques qui ont été créées pour le spectacle. Voilà. C'est extraordinaire et puis c'est plein tout le temps. C'est un peu environ 1600 spectateurs à chaque spectacle, du mardi au dimanche, avec 2 spectacles le samedi. Ce succès, j'ai l'impression que c'est parti pour durer encore des années. Ouais. Malgré ce planning très très chargé, tu arrives à trouver du temps pour participer à un autre projet, même surprenant. C'est l'adaptation de Sacré Graal des Monty Ah oui, Python avec Spamalot. ouais. Quelle drôle d'idée d'adapter ce film en comédie musicale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que évidemment aujourd'hui Oui, bien sûr. tu Bah, en en fais fait, partie voilà, aussi. effectivement, donc voilà, c'est Spamalot, c'est la version spectacle musical de Sacré Graal. Bah, en fait, ça vient de PEF, Pierre-François Martin Laval, qui est qui est un des fondateurs de la troupe des Robins des Bois. Et évidemment, quand on voit les Robins des Bois, on voit tout de suite l'affiliation avec les Monty Python, dans l'absurde, etc. Et donc, Pef, lui, c'est fan des Monty Python, évidemment. Et quand il a appris qu'il y avait une comédie musicale qui s'était créée à Broadway et qui a d'ailleurs raflé plein de prix, du coup, s'est dit, mais moi, je veux faire la version française. Donc, il y a eu déjà une première ébauche en 2010, je crois, à laquelle je vais déjà participer. C'était Mathieu Gonnet qui était à la direction musicale et j'étais son remplaçant, du coup, à la direction du spectacle. Voilà, il y a une deuxième ébauche à Bobino 3 ans plus tard, mais sans orchestre, pas en live. Et quand on m'a parlé de cette version qui allait revenir au Théâtre de Paris et qu'on m'a demandé si j'étais intéressé pour en assurer la direction musicale et les orchestrations, évidemment, j'ai dit oui tout de suite.
Et ça a été 5 mois de bonheur et de délire total au Théâtre de Paris. Ouais. J'imagine que c'est aussi autant comique que le film. Ah, c'est plus, c'est pire. C'est pire. Ah oui, non, non, c'était, non, non, puis on avait une troupe, un casting extraordinaire, extraordinaire. Chaque personne sur scène était incroyable. Non, non, on pouvait pas passer 10 secondes sans rire dans le spectacle. Enfin, c'était extraordinaire. Non, non, puis c'était adapté, vraiment super bien adapté par PEF et avec, bah voilà, parce que l'humour, c'est difficile de traduire des scènes humoristiques, quelque chose qui va faire rire en Angleterre, va pas forcément faire rire ici. Donc là, dans l'adaptation, il y a aussi cette notion-là, d'arriver à trouver le ressort humoristique à certaines scènes avec des mots, des références qui parlent à tout le monde ici dans notre culture. Et ça, c'était particulièrement réussi. Et puis la musique est extraordinaire de ce spectacle au départ. Donc c'était non, non, ça fait un spectacle qui a tous les codes de Broadway. On se sent vraiment immergé dans la musique, l'orchestre, etc. Mais on se marre en permanence Et ça se pendant joue 2 heures. encore aujourd'hui? Et combien de temps? Non, 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 on avait terminé l'exploitation. On a joué jusqu'à mi-février. Ouais, mi-février. On avait démarré en septembre, on a été jusqu'à mi-février. Voilà, et puis bah, on espère que ça va reprendre parce que c'est un spectacle voilà, Ce que j'allais qui. venir, un spectacle qui a été primé en 2024, meilleure Ouais, bah oui. comédie musicale, ça peut pas s'arrêter comme ça. Non, non, c'est ça, oui, on a eu le Molière du spectacle musical. Quelle belle récompense, quelle belle reconnaissance pour nous, c'est sûr. Mais fort de cette récompense, je crois que la récompense, en plus, c'est un vrai gage de qualité. C'est-à-dire pour repartir dans la production de ce spectacle-là, bah, c'est un peu estampillé Molière. En tout cas, oui, j'attends d'avoir des informations et j'espère en avoir vite sur un délai qui nous laisserait penser qu'on va pouvoir reprendre ce show. Ouais. Et comment tu arrives à faire cohabiter ce planning si chargé entre les albums de Patrick Fiori, Le Roi Lion, Sacré Graal, et puis on va y venir à Salle d'attente. Comment tu arrives à manager ce planning Bah, en fait, en fait, on a la chance quand on travaille sur des spectacles comme ça. Par exemple, ça fait moins 4 ans que je suis sur Le Roi Lion, mais pendant cette période-là, on a eu évidemment Spamalot qui a vu le jour au Théâtre de Paris. Et en fait, pour Spamalot, donc moi j'ai assuré donc la direction de l'orchestre, enfin chef d'orchestre du spectacle. Mais j'avais 2 autres personnes pour me remplacer, qui étaient collaborateurs et collaboratrices. Qui était avec moi pour me remplacer. Donc, j'ai dû faire, moi, je pense, à peu près la moitié des spectacles. Et voilà. Et puis mes 2 autres chefs ont fait le reste. Ça m'a permis d'avoir un peu, quand même, de temps en temps, un petit peu de repos. Et puis, ça m'a permis de garder toujours un contact avec le Roi Lion. Parce que pendant cette période-là, j'ai continué à diriger le Roi Lion un peu moins souvent, mais je faisais quand même bien au moins 4 ou 5 représentations par mois. Donc en fait, voilà, sur des spectacles, on n'est pas tout seul à un poste, sinon le jour où on est malade, il y a pas de show. Donc bah, du coup, ça permet de tourner et ça permet de faire d'autres choses. Donc c'est cette chance-là. Pour ça que des fois, on a l'impression que je fais tout en même temps. En même temps, ça se passe très bien. C'est juste organisé et des fois, on cavale un peu, mais ça se passe bien. On arrive à s'organiser. Ouais. et sur Le Roi Lion, c'est combien de musiciens Il y a 10 musiciens en tout sur le Roi Lion. et sur Spamalot? Voilà. Sur Spamalot, on était 7 ans avec le chef. C'est ça. C'est parce que je dirigeais le spectacle, mais je jouais aussi en même temps. Voilà. Et alors que sur Le Roi Lion, le chef doit diriger absolument tout le show. Il n'y a pas de place pour pouvoir jouer en même temps. Alors, j'en ai parlé aussi là, juste à l'instant. Il y a donc ces deux comédies musicales là, mais tu dis jamais 203. J'en veux une troisième. Parlons maintenant de salle d'attente. Moi, c'est un Oui. sujet qui nous concerne tous les deux. Quel est ton rôle aussi déjà dans cette comédie musicale en cours de Alors, production? bon, en fait, mon rôle dans cette comédie musicale, c'est de créer tous les arrangements des chansons. Il y a des chansons qui existent
qui sont déjà existantes et utilisées pour le spectacle, mais il y a des chansons en création, des nouvelles, sur lesquelles j'interviens sur les arrangements et sur la réalisation du coup de la bande-son du spectacle. Alors justement, tu parles des compositions. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Baptiste Famery, hein, qui compose et écrit des chansons, la plupart des chansons, ou Bien toute la sûr. totalité, il me semble. Non, je dis peut-être des bêtises. Oui, 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 absolument. Il y a quelques chansons dans les albums qui ont été écrites par d'autres personnes, mais dans celle d'attente, je ne crois pas qu'il y en ait. En fait, bah, Baptiste, voilà, c'est un chanteur, c'est un musicien, c'est un auteur, et donc il a un talent fou. Il écrit, il compose des chansons, et ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et depuis qu'on se connaît, à chaque fois qu'il a une chanson pour un projet ou un autre, ben, en fait, il m'en fait part, et puis du coup, je m'occupe de la réalisation. C'est-à-dire que il a, lui, fait exister sa chanson, c'est-à-dire qu'il est capable de me la faire écouter. Il l'a enregistrée, il l'a chantée, il s'est accompagné au piano, ou quelquefois il a fait une maquette de la chanson. Et puis bah, moi, j'essaye d'aller plus loin dans la réalisation, dans l'arrangement, dans l'orchestration de ces chansons. Et du coup, je deviens un peu le réalisateur de ces titres, quoi. Voilà. Alors, tu as l'occasion sur ce projet de travailler avec Sophie Delmas, qui est à la mise en Oui, scène. Est-ce que tu peux nous oui. parler aussi d'elle et de son travail sur ce projet? Bah, Sophie, bah, je sais pas comment la présenter. C'est une grande artiste. Elle, c'est une grande artiste, c'est quelqu'un dans une équipe. On aura toujours besoin d'une Sophie. Et Sophie, c'est une maman pour les autres. Elle a toujours un regard bienveillant. Elle s'inquiète de savoir si tout le monde est bien, tout le monde se sent bien. Et sentir qu'on a une personne comme ça dans une équipe, c'est ultra précieux, quoi. Donc, bien sûr, au-delà d'être une grande chanteuse, grande interprète, elle a un CV énorme. Elle a participé à tellement de choses. Voilà, mais du coup, la mise en scène, elle a beaucoup de goût pour ça, et du coup, elle va bien nous épauler, elle va nous éviter de tomber dans des pièges. Et elle est tellement bienveillante avec les gens que les artistes qui vont être mis en scène par elle, bah, en fait, ils vont se sentir tellement bien, et je pense que ça va même les aider à aller encore plus loin dans les choses qu'ils veulent développer, parce qu'ils vont se sentir vraiment, vraiment guidés et épaulés, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai que ce que tu me dis, ça résonne en moi parce que je l'avais interviewé il y a quelques temps de ça et elle me parlait de la transmission, qu'elle adorait ça et c'est un peu ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'elle est Ah, bah, ouais. bienveillante et qu'elle veut, elle veut transmettre son savoir. Oui, c'est ça, ça transpire d'elle, en fait. C'est pas, c'est une évidence, quoi. Voilà. Quels sont selon toi les points forts de la comédie musicale salle d'attente? Ben, en fait, les points forts, alors, je saurais pas répondre d'une manière très simple à cette question. Et je dirais que les points forts, c'est là où on l'attend pas, en fait. C'est-à-dire que finalement, salle d'attente, si on lit le pitch, c'est quoi? C'est un spectacle bah, qui va parler de situations qui sont parfois difficiles, douloureuses. Voilà, mais c'est un spectacle qui va être surprenant parce qu'on va rire beaucoup dans ce spectacle-ci. Et il y aura pas mal de légèreté, et euh, il y aura beaucoup de valeurs humaines qui vont transpirer des chansons déjà, de la mise en scène, je crois, et puis un peu aussi de la musique et de l'univers sonore. Euh, euh, parce que effectivement, au cœur de ce spectacle musical, il y a le cancer. Et, et quand on dit ça pour introduire un spectacle, bon, faut se dire chouette, on va se marrer, quoi. En fait, voilà. Et en fait, non, c'est un spectacle en fait qui est plein d'humanité. Oui, bien sûr, on parle de la maladie, ouais, on en parle vraiment pour de vrai, et puis vraiment d'une manière assez frontale par moment dans certaines chansons. Mais ça, c'est la vie. Et il y a beaucoup d'espoir aussi dedans. Euh, et on va rire beaucoup. Donc je pense que c'est un spectacle qui fait du bien. C'est un spectacle qui va faire du bien. Déjà, pour des gens qui sont malades, en situation voilà, difficile, de traitement, etc., d'aller voir ce spectacle-là, ben, ça va leur parler parce que ça parle d'eux, et il faut pas oublier les gens quand
Quand on est malade, en fait, c'est pas ce qui nous définit. On reste une personne, mais on a un problème de santé. Donc, donc il faut garder l'humain au cœur des choses. Et ce spectacle-là, bah, il a, il a, il a ça en lui et il a pour vocation de montrer toute l'humanité qu'on a. Justement, tu dis que c'est une pièce, une comédie musicale qui va permettre aux gens, peut-être ceux qui souffrent de cette maladie ou les gens qui les accompagnent, de se sentir moins Totalement. seuls. Ça définit un peu l'association Ressources. Bien sûr, bah, Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est eux qui vont bénéficier aussi de cette comédie musicale-là, puisque tous les bénéfices de la comédie musicale, si elle arrive à être produite, seront reversés au centre ressources qui se trouve à, tu peux me dire à exactement, Aix. Aix-en-Provence, voilà, c'est ça. Ouais. Ben oui, les centres ressources, bah, c'est une association fondée par le docteur Mouisset, qui est oncologue à Aix, et qui a décidé voilà, de mettre l'humain au cœur des traitements et de dire qu'en fait, quand on est malade, on doit être acteur de sa guérison. Et en fait, dans les centres ressources, il y a des choses extraordinaires qui se passent, c'est-à-dire que ce sont des endroits qui accueillent les gens sans condition de ressources pour leur apporter un mieux-être. Et avec ce mieux-être, mieux combattre la maladie et aussi mieux supporter les traitements. Par plein de choses, mais ça peut être par des protocoles alimentaires, ça peut être aussi par la psychologie. Il y a de la réflexologie plantaire, on fait du yoga, il y a une piscine, il y a de la balnéothérapie, il y a des conseils en maquillage pour les femmes qui sont en traitement. Enfin, il y a un tas de choses qui sont mises en place où les gens peuvent venir librement s'inscrire à des ateliers et puis échanger, rencontrer des gens qui connaissent aussi les mêmes problématiques qu'eux, mais pas que les personnes malades, c'est aussi pour l'entourage. Voilà, et effectivement, quand on sait les résultats concrets sur la maladie dont bénéficient les gens qui vont dans ces centres ressources parce que bah, ils ont été extrêmement bien accompagnés, euh, bah voilà, on dit que le mental, ça fait beaucoup, on le sait pour le sport, on le sait je le sais pour la musique, voilà, mais pour la guérison aussi. Et là, on prépare les gens à guérir, en fait. Et ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, les centres ressources, c'est ça. Et puis, bah, évidemment, l'idée de Baptiste de créer ce spectacle salle d'attente, bah, il est venu du coup du fait qu'on a déjà travaillé pour cette association avec un premier album, avec un deuxième qui est en cours. Enfin voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont présentes en ce qui nous concerne pour ressources. Alors justement, là, on en parle. Comment on peut participer? Parce qu'évidemment, la comédie musicale, elle a besoin d'être financée pour pouvoir Oui, produire une captation de ce spectacle afin de le présenter dans des festivals comme à Avignon où tu te trouves. Euh, exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on peut participer à cette campagne? Ah ben alors je sais pas si je suis le mieux placé pour dire comment on peut participer, mais en tout cas bah, il suffit de suivre un lien qui y aura sûrement sur la vidéo et puis bah voilà il y a différents dons qu'on peut faire avec des je sais plus ça ouais voilà ça et donc voilà et puis bah, en participant à ce spectacle on peut déjà mettre un petit peu d'argent il n'y a pas besoin on demande pas aux gens de mettre des sommes folles c'est voilà, on peut mettre très peu, mais il y a des compensations par rapport à ça. On peut aussi se voir offrir déjà une place pour le spectacle. Il y a des récompenses, on va dire, qui sont organisées par rapport aux différents dons qui peuvent être faits. Trouver des lieux comme ça pour produire un spectacle comme celui-ci en dehors de Paris, c'est compliqué. Une comédie musicale à faire voyager. Alors, ça dépend. Si, une fois qu'elle est produite, euh, bah, il faut trouver les bonnes personnes pour diffuser le spectacle, en fait. Ça, c'est des réseaux de gens qui ont l'habitude de faire tourner des spectacles dans des théâtres, dans des centres culturels. Voilà. Mais si on dit venir produire en région, en province, un spectacle, ça voudrait dire faire une résidence, puis le produire sur place. Ouais, c'est pas si évident que ça, hein, à trouver des endroits qui peuvent nous accueillir. Et puis, dans quelles conditions? Parce que, ben, voilà, si on a déjà un prêt
de la salle pendant une durée de 10 jours avec le matériel sur place, bah, déjà, c'est formidable, mais c'est quand même assez rare. Après, l'idée, c'est de pouvoir produire ce spectacle-là. Et évidemment, le mieux, c'est de réussir à pouvoir faire Avignon l'année prochaine, parce que de le produire avant, de faire Avignon, et c'est là qu'on va pouvoir le montrer au plus grand nombre. Et c'est à Avignon qu'on peut vendre des dates pour la saison d'après et celle encore d'après. Donc, ça peut vraiment être un vrai tremplin pour la vie de ce spectacle. Oui, et puis surtout que Salle d'attente est une comédie musicale où il n'y a pas 40 danseurs, il n'y a pas des décors extraordinaires, le transport la logistique est pas énorme, quoi. Non, tout à fait. Ça fait vraiment partie des spectacles qui peuvent vraiment marcher dans une économie très raisonnable, où si le sujet est intéressant, que les artistes sont vraiment des gens de qualité, bah en fait, il n'y a pas beaucoup de raisons de ne pas prendre ce spectacle, en fait, finalement, dans une saison d'un centre culturel ou d'un théâtre, parce que bah, c'est une thématique qui va parler à tout le monde. Je crois que les chansons sont vraiment, vraiment formidables. Donc ouais, il n'y a pas de raison. Et puis c'est dans une petite économie, donc c'est pas des spectacles qui coûtent des milliers d'euros, quoi. Donc non, c'est pour un prix très raisonnable. On peut passer une très bonne soirée et dans un centre culturel. Voilà, s'ils ont 300 personnes qui achètent un billet pas cher, tout va bien. Voilà, c'est vraiment dans une économie tout à fait jouable, quoi. Il y a combien de comédiens, chanteurs Ils sont quatre, deux hommes, deux femmes. Et puis, il n'y a pas pour l'instant de musiciens, ce serait une bande son, justement pour faire en sorte que ce spectacle puisse voyager voilà, en limitant les obstacles et les contraintes. Mais voilà, c'est quatre personnes avec potentiellement deux autres personnes qui voyagent en technique ça fait six personnes sur la route. Voilà, il faudra réfléchir, bien sûr, au moment de la conception au décor, avec un décor qui soit transportable facilement. Voilà, mais au niveau technique, au niveau son et lumière, on va être sur quelque chose de pas très gourmand et de tout à fait faisable un peu partout. Donc voilà, l'idée, c'est que ce spectacle puisse se diffuser le plus largement. Alors merci Karim. Peut-être un petit dernier mot pour finir cet entretien. Qu'est-ce qu'il y a en préparation? Est-ce qu'il y a d'autres choses en préparation? Ah, il y a toujours des choses en préparation, tout le temps. Là, je suis en train de préparer un spectacle, mais j'ai pas de, j'ai vraiment pas de pression ni de deadline pour le réaliser. Je le ferai quand il sera prêt. C'est un spectacle où je serai seul en scène, en fait, et où je joue un personnage, qui est un personnage qu'on a pu voir dans Spamalot, justement, puisque dans Spamalot, avant le début du spectacle, les 20 minutes avant le début du spectacle, il y avait un show avant le show. Et, et les comédiens de notre troupe se mélangeaient au public et se faisaient passer soit pour des techniciens, soit pour des gens du public. Et il se passait des choses assez folles dans la salle. Et moi, je jouais le rôle d'un personnage qui est pianiste et qui jouait sur le piano, qui est dans la coursive du Théâtre de Paris, et qui jouait des chansons de variété internationale au piano. Il ne chantait jamais les couplets, mais il chantait que les refrains. Et quand il chantait les refrains, il chantait un quart de ton trop bas en permanence, donc il cassait les oreilles de tout le monde. Et ce personnage-là, il est né de cette bêtise, entre guillemets, et il va être sur scène quand il sera prêt, et ce sera, je pense, de toute façon en 2026. Et il va raconter des histoires, chanter des chansons. De temps en temps, en anglais, il va chanter très faux. Et sinon, en français, il va raconter des histoires. Et voilà. Et je pense faire un peu voyager les gens et les faire rire aussi. Voilà. Super, ben, ça donne envie. Ça donne aussi encore envie d'aller un peu plus aller voir Spamalot si on a l'occasion d'y aller pour la rentrée ou l'année prochaine. Merci Karim. Je te souhaite un bel été à Avignon et ailleurs. Et on se Merci. dit à très vite
pour salle d'attente en espérant pouvoir mettre ça sur pied le plus vite possible. Ça marche, ouais, on espère. Merci. Merci Karim, à bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.